Bonjour, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans Objectif 2023. Aujourd'hui, je reçois pour vous sur ces plateaux Jean Bosco Lalo, président du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, le CALCC, un conseil des laïcs catholiques qui fait trop parler de lui dans le domaine politique au pays, vous appelez à des manifestations pour obtenir la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Mais comment expliquez-vous cet engagement? Oui, en fait, vous le savez que nous sommes des laïcs catholiques. Et lorsqu'on parle des laïcs catholiques, il faut se dire que notre Église a une doctrine. Et cette doctrine est extrêmement riche en enseignements. Et parmi les enseignements, lorsque vous voyez les évêques, les prêtres, eux, ils s'occupent essentiellement de l'aspect spirituel de l'Église. Ils nous représentent et ils nous enseignent. Mais l'aspect temporel, l'aspect de la vie pratique, l'aspect politique, économique, ça revient aux laïcs. Ça, c'est notre monopole. Donc aujourd'hui, le laïc ne pas être prêtre, il n'est pas un évêque. Le laïc, il doit vivre sa foi de chrétien dans le monde. Et dans le monde, c'est là où nous raconterons tout ce que nous voyons, c'est là où nous raconterons les autres églises, c'est là où nous raconterons la politique. Donc, le laïc, c'est comme la voix de l'église dans le monde. Et voyons le monde comme tout ce qui nous entoure. Voyons le monde comme le marché, voyons le monde comme l'entreprise, voyons le monde comme l'enseignement, voyons le monde comme tous les domaines de la vie. Donc, le laïc, c'est la voix de l'église dans le monde. Les laïcs, la voix de l'Église dans le monde. Mais c'est aussi la voix du monde dans l'Église. Quand nous quittons du monde, quand nous allons à la paroisse, là nous sommes à l'Église. Mais est-ce que votre lutte est-elle un hasard ou elle est vraiment justifiée? Notre lutte n'est pas un hasard. Notre lutte est même une vocation. C'est un appel divin. Dieu nous appelle à être la lumière du monde et le sel de la terre. La lumière du monde parce que nous devons éclairer le monde, nous devons dire ce qui ne marche pas bien et nous devons nous investir pour que le monde soit transformé. C'est-à-dire toucher des questions, par exemple, politiques du pays. C'est aussi Vous votre voulez lutte. citer politique, mais je dis que nous sommes dans tous les domaines de la vie de l'homme. Donc partout où l'homme existe et partout où l'homme intervient, donc la foi y intervient. Mais l'opinion connaissait plutôt le comité laïque de coordination, le CLC. Qu'est-ce qui change entre-temps? Il n'y a pas de changement. Le CLC, comme vous le savez, c'est le comité laïque de coordination. Et CLC a mené beaucoup d'actions pour la démocratie dans notre pays. Et je suis content que vous les reconnaissiez. Et aujourd'hui, quand on dit le CALCC, en fait, le CALCC, ça c'est la plateforme de tout le mouvement et association catholique, dont le CLC. Le CALCC, c'est la structure officielle du laïcat dans l'Église. Et à ce titre-là, moi, comme son président, je participe à l'Assemblée plénière des évêques. Donc, je suis membre de la SENCO, de la plénière de la SENCO, au titre de représentant des laïcs. Alors, nous avons vu comment la réforme de la Commission électorale nationale indépendante a été faite. Qu'est-ce que vous aurez souhaité de plus comme réforme de cette institution dite d'appui à la démocratie? Ce n'est pas que nous souhaitons de plus. Il y a la loi elle-même qui a défini ce qui doit être la CENI. Et la CENI qu'on a aujourd'hui n'est pas ce que notre loi définit. Au premier plan, retenez que nous sommes devant une loi organique qui a été en fait révisée. Nous avons une nouvelle loi organique. Et dans cette loi, il y a des dispositions pertinentes, entre autres l'article 10. L'article 10 parle essentiellement des qualités des structures de la société civile et de la politique qui sont habilitées à désigner les membres de la CENI. Et cela est important. Et lorsqu'on ne peut pas les respecter, je pense qu'on est à côté. Mais concrètement, oui. Qu'est-ce que vous reprochez à cette loi organique révisée de la CENI? Nous ne reprochons pas plutôt, mais nous voulons rappeler à l'opinion, ou nous interpellons l'opinion, entre autres nos dirigeants. L'Assemblée vote la loi.
le chef de l'État promulgue. Donc ce sont deux structures qui devaient maîtriser le mieux nos textes de loi. Mais aujourd'hui, lorsqu'on se trouve devant un contexte où l'Assemblée nationale viole de façon massive un texte qu'elle a eu à adopter et que le chef de l'État cautionne cette violation, lui aussi venant comme un autre acteur important pour violer un texte que lui, il a promulgué, nous pensons que ce pays ici est à danger. Donc vous essayez de dire que ces institutions ont failli quelque part? Pas ont failli, mais ont violé les textes de la loi. Ces institutions, l'Assemblée nationale, la présidence de la République a violé l'article 10 et l'article 12 de la loi organique. Mais concrètement, comment ça devait se passer? En fait, l'article 10 définit les acteurs qui doivent désigner les animateurs de la CENI. Et l'article 10 stipule que les structures de la société civile qui sont habilitées à désigner les membres de la CENI sont celles, et ça retenez-le, sont celles qui ont une personne juridique, donc qui existe par rapport à la loi du pays. Là, il n'y a pas trop de problème. De deux, avec l'ancrage national réel. Troisièmement, l'élément qui devient maintenant important, c'est qu'il faut que la structure, en fait, les structures qui sont dans la désignation des membres de la CENI doivent être des structures qui ont une connaissance, une expertise avérée en matière électorale. Lorsque nous rentrons, pour le dire encore, des confessions religieuses, la loi en fait aurait été 8 confessions religieuses. Et parmi ces 8 confessions, tous les Congolais, dont vous-même, vous connaissez et vous reconnaissez que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 2 églises. Et j'ai dit 2 églises, il s'agit de l'église catholique et de l'église protestante. Donc, SENCO, l'ECC. Ce sont ces 2 structures seulement jusqu'à aujourd'hui qui ont démontré à face du monde et de l'opinion, tant locale, nationale et internationale, qu'elles avaient des expertises avérées en matière électorale. S'agissant de l'église catholique, nous sommes présents dans le domaine électoral depuis 2006 à 2011, 2018. 2018 récemment, vous avez vu le rapport des observateurs que nous avons publié à face du monde. ECC aussi a une structure, sa commission justice et paix, qui s'occupe actuellement des questions électorales et de la démocratie. À part ces 2 églises, pouvez-vous nous en citer une et une seule qui aussi se déploie sur terrain avec des visibilités et qui a une expertise en matière électorale? Mais vous pensez que la présence de 6 autres confessions religieuses au sein de cette plateforme ne pouvait rien ajouter? Ne pouvait rien ajouter. La présence de 6 autres, lorsque la loi, parce que c'est une innovation de la loi, c'est une innovation de la loi organique qui redéfinit les qualités des personnes ou des structures qui peuvent choisir ou qui peuvent proposer des animateurs de la CENI. Donc aujourd'hui, nous voudrions vous démontrer, et c'est là noir sur blanc, qu'à la phase actuelle, on n'avait que l'Église catholique et protestante qui pouvaient s'asseoir pour discuter autour de qui va diriger la CENI comme répondant des confessions religieuses. Quelle serait la place en ce moment des 6 autres confessions religieuses? Je ne donne pas une place à elles, mais elles connaissent leur place. C'est que cette matière-là ne les concerne pas, parce qu'elles ne sont pas présentes sur le terrain dans les questions électorales. Pourtant, elles sont membres de cette plateforme? Non, membres de la plateforme, c'est une chose. On arrive dans la plateforme avec des connaissances et expertises. Donc, ça veut dire que ces confessions peuvent avoir d'autres expertises. Par exemple, de prier toute la journée. Par exemple, de guérir les malades, comme ils le disent bien. Mais cette matière électorale, je pense qu'elle est réservée exclusivement à l'église catholique et protestante. Mais je pouvais ajouter une seule. C'est l'église, ce sont les musulmans. C'est eux seulement qui ont, depuis quelque temps, commencé à s'investir dans les matières d'élection. Mais les autres, dans leurs églises, il n'y a aucun message, il n'y a pas de module, il n'y a pas de campagne par rapport aux questions électorales ou de la démocratie. À ce stade, rien ne peut être modifié. Les évêques de la Commission épiscopale nationale du Congo, SENCO, ont même dit qu'une étape avait été franchie. Pourquoi vous continuez à revendiquer sur cette question des dépolitisations de cette institution d'appui à la démocratie?
Je pense que les gens font de l'amalgame, apprenant nos pères évêques au mot. Lorsque l'évêque dit qu'une étape a été franchie, c'est quelle étape? Comment vous comprenez justement cette phrase? Mais je vous dis justement que ce n'est pas le fait qu'on a désigné le membre de la commission, les membres de la CENI qui constitue l'étape franchie pour l'Église, non. L'Église est rentrée, et cela de plusieurs manières. Comment imaginez-vous aujourd'hui que notre Église, ou les CC, les deux Églises ont déployé une mission à l'étranger, en Europe et en Amérique, pour des plaidoyers, par rapport justement au choix de... Mais ces plaidoyers pour quelle finalité? Pardon? Ces plaidoyers, c'était pour quelle finalité selon vous? Ces plaidoyers étaient justement pour qu'on obtienne le consensus autour de la désignation des acteurs de la CENI. Ces consensus viendraient d'où? Non, ça veut dire nous sommes le Congo, nous ne vivons pas seuls. Nous ne sommes pas dans un monde isolé. Nous avons des influences, nous avons des relations avec d'autres pays du monde. C'est comme ça que vous pensez que les influences extérieures pourraient modifier quelque chose de ce qui a été déjà fait ici? Nous nous sommes investis pour informer l'opinion, tant nationale qu'internationale, qui avait dans notre pays un problème. Ici, aujourd'hui, nous marchons. C'est parce que justement, nous voulons que ces problèmes trouvent des solutions. Donc, désormais, l'opinion est informée. L'opinion est fixée que notre bureau de la CENI et sa plénière a été mise à place en violation de nos textes. Et pour ça, on ne va jamais se taire. Vous n'allez pas changer la donne en ce qui concerne la CENI. Le CALCC et d'autres mouvements ne peuvent-ils pas changer finalement les fusils de Paul? Changer la donne pour nous, c'est justement que nous voulons des élections démocratiques, libres et transparentes. Et aujourd'hui, si notre pays, tel que nous y vivons, si vous constatez qu'il y a des problèmes dans les pays, c'est parce que justement, nous ne parvenons pas encore à nous choisir des beaux dirigeants. Parce qu'un dirigeant qui est choisi par le peuple doit le respecter, doit respecter son peuple. Aujourd'hui, le peuple n'est pas respecté. Ces élections libres, transparentes et crédibles dont vous faites mention passeraient par quoi? Ça passerait justement, entre autres, par une CENI qui est dépolitisée, par une CENI qui n'est pas sous l'emprise des acteurs politiques, par une CENI qui est désignée de manière consensuelle. Quand on dit consensus, les gens évidemment ne prennent pas ces mots au sérieux. En matière électorale, dans tous les pays du monde, retenez qu'il y a trois grandes forces. Il y a la force qui est au pouvoir. Aujourd'hui, parlons de l'Union sacrée. Nous avons l'opposition, ce qui anime la vie politique. Nous avons la société civile. Mais aujourd'hui, dans notre CENI, dans notre bureau de la CENI que nous avons aujourd'hui, l'opposition n'y est pas. Les églises ou les CCI... Sur cette question, un nouveau calendrier sera bientôt publié, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale. C'est une tricherie. Pourquoi ils sont allés trop vite au lieu d'attendre que justement qu'on ait un seul calendrier qui puisse obtenir la liste de tous les membres. Et là aussi, les chefs de l'État dans tous les pays du monde ne peuvent pas signer une liste incomplète, ne peuvent pas donner l'ordonnance à une liste qui est incomplète. Et le chef de l'État l'a fait en âme et conscience. Le chef de l'État a précipité cette ordonnance en fait de se justifier. Mais nous disons... Vous ne pensez pas que c'était pour gagner du temps? Gagner du temps justement, mais lorsqu'on passe qu'on gagne du temps, on les perd justement. Et là, parce qu'on vous a accordé on a accordé plusieurs fois du temps à la plateforme de confession religieuse, mais ça n'a abouti à rien. Je vous dis, le temps qu'on prétend gagner, c'est du temps qu'on a perdu. Et je mets tout le monde à défi. Si nous voulons que notre pays obtienne des changements, si nous voulons avoir des élections, des bonnes élections en 2023, nous devons réexaminer notre bureau de la CENI. Parce que ce bureau est constitué... C'est-à-dire reprendre tout à zéro? Tout à zéro veut dire quoi? Mais quand vous dites réévaluer, vous réévaluez, vous faites allusion à quoi? Nous disons que le bureau et la plénière acteur de la CENI ne peut pas nous donner de bonnes élections. Et il est temps justement qu'on puisse revoir ce bureau-là. De quelle manière justement? Mais lorsque nous parlons du consensus, ça veut dire quoi? Quand on dit consensus. Et quand vous parlez aujourd'hui des commissions religieuses, quand vous parlez du temps qu'on a accordé aux commissions religieuses, mais c'est du poudre dans les yeux.
Mbosso a tout simplement trompé l'opinion, croyant accorder du temps, mais en même temps, c'est lui qui a entretenu ces flous entre les confessions religieuses. Retenez ceci aujourd'hui. Il n'y a jamais eu un seul instant où les 8 confessions se sont assis pour débattre des candidatures. Donc, les 6 qui ont quitté en fait, la table de discussion l'ont quitté avant même qu'on fasse les votes ou qu'on ait les processus. Ça, c'est une révélation que vous faites ou Vous allez le vérifier parce que nous les en avons conscience. Je vous dis, les 8 confessions ne se sont jamais assis pour discuter de manière responsable par rapport... Et toutes les fois qu'on le voyait ensemble, c'était pour discuter de quelles questions? Il y avait des questions préliminaires et que les 6 ont claqué la porte avec l'appui justement de la politique. Ils ont claqué la porte avant le temps parce qu'ils avaient déjà un agenda qui était précis où il fallait désigner X ou Y ou rien. Donc vous retiendrez avec nous que les 6 confessions ont dit à maintes reprises, pour eux, c'est Kadima ou rien. Et lorsqu'on dit Kadima... Et de votre côté, vous ne vouliez pas de Kadima? Non, ce n'est pas pour nous, ce n'était pas Kadima. Pour nous, c'était une question de procédure et de l'éthique. Et vous êtes témoin aujourd'hui. Parce qu'à la CENI, les animateurs doivent être des personnes neutres, des personnes indépendantes, des personnes en politique. Mais aujourd'hui... Et ces critères, vous ne les retrouvez pas? Non, vous ne les retrouvez pas auprès de Kadima? Vous avez suivi des révélations qui viennent encore. Et les 6 confessions sont rentrées vers les 2 confessions à dénonçant. Ils étaient harcelés. Ils étaient harcelés par certaines personnes pour qu'ils puissent désigner Kadima ou rien. Et cette question aujourd'hui, il y a des sons qui ont été enregistrés et que l'opinion nationale a refusé d'auditionner. Et ça, c'est grave. Et cela va nous suivre jusqu'au bout. A refusé parce que vous avez mis à la disposition de cette opinion? Non. L'opinion, ça veut dire que nos pères évêques ont refusé de publier ces sons parce qu'ils ne voulaient pas ridiculiser les autres membres des commissions religieuses qui passaient être des responsables. Mais on se rend compte que ils se sont assis avec des personnes qui ne les méritaient pas du tout parce qu'aujourd'hui, vous êtes au témoin que SCC et Senco ont quitté la plateforme des commissions religieuses. Vous le savez, je pense. Alors, plusieurs observateurs voient mal le fait que les laïcs catholiques organisent des manifestations aux côtés de partis politiques, des politiques donc, surtout les classiques du régime passé qui considèrent comme le bourreau des Congolais pendant 18 ans. Comment réagissez-vous? Ceux-là qui raisonnent ainsi ne sont pas honnêtes. Le pouvoir même aujourd'hui, l'union sacrée, provient d'où? L'union sacrée a été le premier ami des FCC. Mais pour nous, notre démarche, nous sommes église. Lorsqu'il y a des personnes qui estiment que le combat que nous menons est noble et s'inscrivent pour ces combats-là, de leur manière, faut-il les exclure? Faut-il les chasser? Ne sont-ils pas des Congolais? Moi, je pense qu'à la phase actuelle, dans notre lutte que nous menons, nous avons besoin de tout le monde et nous vous rassurons. À part ceux qui sont déjà présents, d'autres viennent encore. Et la liste sera assez longue et je vous préviens et vous rassure que cette démarche que nous avons entamée aujourd'hui, nous allons la gagner absolument. Vous y croyez fermement? Mais si moi je n'y crois pas, qui peut croire mieux à ma place? En tout cas, les évêques qui sont vos pères spirituels ont fait de propositions, notamment dans le sens de renforcer l'observation électorale. Qu'en pensez-vous? Vous savez, notre Église a toujours été présente dans les démarches électorales, depuis 2006, 2011, 2018. Ça, ce n'est même pas demandé, ça c'est automatique. Mais notre débat n'est pas autour de ça. Notre débat est clair, c'est autour des animateurs qui dirigent la CENI aujourd'hui pour des de l'élection à 2023. Tout à l'heure, vous avez parlé de la participation de la CENCO dans ces processus de désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Mais est-ce que vous êtes satisfait du travail abattu par l'Église catholique? Abattu dans quel sens? Sa participation. Dans les processus électoraux? Dans les processus de désignation des animateurs de la CENI. Non, mais vous êtes témoin que les 6 se sont retirés avant qu'on a... Oui, mais même s'ils se sont retirés, ce qu'ils ont fait avant comme boulot, êtes-vous satisfait, vous, en tant que CALCC? Retenez encore une chose. La CENCO, en 2006, c'était à Sun City. En 2011, la CENCO n'était pas partante dans la désignation
des bureaux qui a dirigé la CENI en 2011. Et lorsqu'on a désigné aussi Kone Nanga, qui veut être remplacé, la SENCO a été toujours à l'opposé. Mais c'est quoi aujourd'hui l'innovation? C'est que la SENCO n'est plus seule. La SENCO a trouvé sa sœur, c'est l'ECC. L'ECC estime que la SENCO a toujours eu raison, mais que tout le temps elle a été trompée. Voilà, aujourd'hui, elle trouve le bon chemin. Donc aujourd'hui, désormais, c'est SENCO, ECC. Et vous êtes content d'être aux côtés de votre sœur? Naturellement, toute personne qui vient vous aider dans une lutte de longue date, qui pouvait même vous essouffler, mais que vous ne pouvez pas abandonner, ça fait de la joie. Et nous serons encore contents que demain, d'autres viennent encore nous rejoindre. Alors, tout à l'heure, on a parlé de duo ECC5O qui a rompu avec les 6 autres confessions religieuses. Mais comment les prenez-vous? D'ailleurs, il faut le dire, nous l'avions déjà demandé avant. Nous avons publié le document. Je pense au mois de septembre, au début, nous avions sollicité à nos 2 églises de quitter ces conglomérats-là de causes religieuses. Parce qu'en fait, les gens avec qui ils se mettent ensemble, est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant, dans notre église, quand on dit un évêque dirige autant de paroisses, autant de curés, autant de chrétiens. Mais il y a des églises où l'évêque ou l'archevêque ou les papes ne se limitent que dans la cour d'une parcelle de 10 mètres carrés. Donc, est-ce qu'on peut prétendre que de pareilles personnes, et à forte raison, qui ne respectent pas leurs paroles ou qui ne sont pas constantes, comment on peut continuer avec elles? Donc, c'était difficile pour vous de faire chemin avec les 6 autres confessions? Je pense qu'ils ont trouvé juste et qu'ils aient quitté. Nous sommes contents et je suis parmi les personnes les plus contentes aujourd'hui parce que nos 2 confessions ont quitté les 6. Alors, nous sommes en 2021, mais on sent que toute la classe politique congolaise s'intéresse déjà sur les questions liées au processus électoral, aux élections de 2023. Est-ce que les réformes ont la chance d'aboutir convenablement? Il n'est jamais tard pour mieux faire. Aujourd'hui, nous sommes conscients. Si on s'arrête et dire que nous devons avoir une CENI consensuelle, ça ne prendra pas 2 semaines. Une semaine suffira à terme des propositions. La société civile, à travers ces référentiels, qui a été adopté en 2019 avec le financement de l'Union européenne, nous avons fait des propositions éloquentes. Mais aujourd'hui, ne les a pas obtenues. Il y a d'autres qui se complaisent à accepter ce qui est là, à défaut de ce qu'ils veulent. Moi, je pense que ça, on appelle la lâcheté. Lorsque tu as des objectifs, lorsque tu as une vision, tu as une démarche à te prendre, va jusqu'au bout. Il ne faut pas t'arrêter. Et nous, on ne s'arrête pas. Mais quelles sont les propositions du CALCC pour les réformes de la loi électorale? Nous disons, on a d'abord la loi organique, ça va, qui contient déjà, qui a été votée par les députés dans des contextes que vous connaissez très bien. Très bien. Donc déjà, nous ne sommes pas satisfaits d'abord de la loi organique. Mais maintenant, la loi organique, qu'on vient encore violer, la loi est là. La loi est même claire. Mais il y a des personnes ou des institutions qui violent cette loi-là intentionnellement. Et demain, vous me parlez de la loi électorale. Ça servirait à quoi? Ça servirait à quoi? Si on ne peut pas respecter même la loi organique, qui n'est déjà pas bonne, mais nous serons contents que, quoi n'étant pas bonne, qu'on la respecte. Déjà, on la sabote. L'électoral va amener encore quoi? Donc, il n'y a plus d'espoir pour la suite? Non, pour nous, on n'a pas d'espoir dans le contexte où les choses évoluent. Donc, nous voudrions qu'il y ait un changement justement par rapport au contexte dans lequel nous nous trouvons maintenant. Concrètement, comment entrevoyez-vous la suite du processus électoral? On sent, on a comme l'impression les agitations ont déjà commencé. Pour nous, si le bureau actuel est le bureau qui va organiser les élections en 2023, c'est que dans notre pays, nous ne voulons pas les élections. C'est que nous ne voulons pas les élections et que nous voulons du désordre. Je ne dis pas le chaos, du désordre. Donc, si nous voulons que nous puissions des bonnes élections, je pense qu'il est temps qu'on puisse revoir ces bureaux et que ces bureaux obtiennent et que le bureau qui sera installé. Vous ne pensez pas que c'est une affaire déjà classée? C'est classé pour vous, c'est classé pour ceux-là qui pensent que c'est classé, mais pour nous, c'est ça la vraie affaire d'aujourd'hui, c'est l'affaire de la CENI et on doit les régler si nous voulons que ces pays marchent. Mais est-ce que le CALCC peut proposer un agenda politique à suivre afin qu'on arrive à organiser des élections dans les délais constitutionnels? Oui, nous sommes là. Nous sommes là et nous disons qu'à la phase actuelle, pour la CENI, il faut que
la CENI obtienne les consensus des différentes parties prenantes. La majorité, et donc l'union sacrée, l'opposition, la société civile. Il y a des grognes. Si beaucoup ne s'expriment pas, je vous dis il y a des grognes. Et je vous dis qu'avec l'évolution actuelle, nous sommes en train de préparer des fraudes électorales. Et nous ne sommes pas prêts à les cautionner. Alors, ceux qui pensent que le temps est court et qu'il faut faire vite, je pense que ce sont les gens qui veulent préparer le chaos. Parce qu'on dit souvent, ce n'est pas à courir vite qu'on peut arriver. Même celui qui vient lentement peut mieux arriver que celui qui court. Donc, à la phase actuelle, nous le disons et nous le répétons encore, que le bureau et de la CENI et la plénière n'ayant pas obtenu le consensus autour des désignations de leurs membres, on doit le refaire. Et le plus rapidement possible. Mais au-delà du fait qu'on doit refaire la question de la CENI, la loi électorale, vous n'avez pas trop commenté. Mais je vous dis, lorsque déjà la loi organique qui était mal faite et qu'aujourd'hui, qu'on a violé à travers la mise en place de ce bureau de la plénière, comment on peut encore rêver qu'on peut avoir une bonne loi électorale en fait que les processus puissent aboutir? Nous disons non. On doit se revoir en face. Nous pensons que justement, le temps est là pour que... Donc pour vous, vous ne pouvez pas avancer sans que cette question de la CENI soit revue comme vous voulez. Ceux-là qui pensent qu'on puisse avancer nous conduisent dans les gouffres. Ceux-là qui pensent qu'on doit avancer tel qu'on le fait maintenant, c'est pour arriver dans les gouffres. Nous ne sommes pas d'accord. Alors, si on vous demandait de donner votre point de vue sur la gouvernance de Félix Tshisekedi, que diriez-vous? Dans notre démarche actuelle, et ça ce n'est pas un secret, nous l'avons publié, nous avons relevé 4 points majeurs. Premièrement, la CENI, il n'y a pas de consensus, donc là on veut détruire ce pays. 2, on a parlé des rames, qu'on les supprime, simplement. 3, à l'Est, il y a l'insécurité. Je ne sais pas si vous êtes au Congo ou ailleurs, parce que tout Congolais responsable et digne devait être mal à l'aise avec des dirigeants qui ne font que compter le nombre de morts. Et quelles sont les actions qui sont menées sur le terrain? Personne ne veut le savoir. Mais sachez qu'à l'Est, les gens meurent au quotidien et de manière atroce. Et 4 pour terminer. Aujourd'hui, vous parlez en français parce que vous avez été à l'école. Mais savez-vous aujourd'hui, avec la gratuité, qui dirait est constitutionnelle, mais qu'on vient maintenant d'arracher, qu'on vient maintenant de récupérer encore, parce qu'on paye l'argent déjà. Est-ce qu'on peut dire qu'on avance ou bien on recule? Nous pensons qu'il y a des problèmes que Félix doit régler. Je ne suis pas opposant. Moi, je suis un citoyen ordinaire. Je ne suis pas un agent de l'État. Je n'attends rien en termes de rémunération de l'État. Mais moi, je m'inquiète de la marche du pays. Et je pense que le chef de l'État, Félix, peut se corriger. Il peut faire mieux. Et s'il fait mieux, on peut le tenir. Mais à la phase actuelle, ça ne marche pas encore. À la phase actuelle, il n'y a pas de points positifs, selon vous? Non, on peut avoir des points positifs, mais quand on compare les points positifs aux points négatifs, quand les négatifs dépassent les positifs, je pense que c'est négatif à ce moment-là. Donc moi, je vous dis que la gouvernance est négative. Votre mot de la fin? Pour terminer, nous pensons que la souveraineté du peuple passe par les élections. Et les Congolais doivent s'interroger. Avons-nous déjà voté dans notre pays? Combien de fois? Et pour quels résultats? Est-ce qu'on peut rêver un jour voter dans notre pays de façon responsable pour avoir de beaux dirigeants? Parce que déjà, vous le savez, qu'autant d'années que nous avons vécu, les dirigeants qui sont là, ou les dirigeants qui ont eu à nous diriger, n'ont pas obtenu nos voix de manière plus ou moins propre. C'est comme ça que la destruction du pays commence par des stratagèmes qu'on monte autour des bureaux de la CENI, en fait qu'on se fasse reconduire indéfiniment. Et nous pensons qu'on doit arrêter ça. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Objectif 2023 des séjours est terminé. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci de le retrouver sur toutes les plateformes digitales d'actualité.cd. Et moi, je vous retrouve prochainement avec les mêmes plaisirs. Au revoir.